Le début de l'année, c'est toujours les bonnes résolutions. Moi par exemple, j'ai décidé de perdre 10 kilos, histoire d'être un peu plus en forme et peut-être, qui sait, devenir... Voilà, je me suis mis à la gymnastique rythmique, champion olympique, JO 2024, on sait jamais, c'est une nouvelle épreuve, peut-être qu'il y a moyen. Même si toutes ne sont pas réalisables. Et je me suis dit aussi que voilà, sur le campus, il y aura peut-être des gens qui parleront d'autres langues, donc si je me mettais à l'italien, peut-être que je pourrais, voilà quoi. Donc ouais, je vais me remettre à jour mon italien, je pense. Ah bah ça, c'est possible! Ti piace studiare l'italiano? È una lingua facile per te, suppongo. Italki est une plateforme d'apprentissage qui applique un principe simple. Vous mettre en relation avec un professeur. Et parce que tous les profs ne vont pas avec tous les élèves, et vice-versa, profitez de 3 leçons d'essai à prix réduit afin de trouver le gant qui va à votre main. Et dans mon cas, mon gant, c'est Franco. Sans mauvais jeu. Il s'appelle vraiment Franco. Et j'ai essayé de parler italien, et ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Pensavo che non era possibile avere una conversazione in italiano perché era veramente lontano. Italki est un bon moyen d'avoir accès à des natifs. C'est aussi un bon moyen de vous améliorer dans le domaine de votre choix et avec un calendrier qui s'adapte à vos besoins. Et parce que tous les professeurs sont différents, eh bien il y en aura forcément toujours un qui correspondra à vos besoins, à vos impératifs ou à vos intérêts. Nous par exemple, on a beaucoup parlé politique économique. Lavoratori poveri, 35 ore di lavoro, non ci sono soldi, l'indice della povertà. Les voyages. Solamente per il viaggio costa veramente molto. Il y en a pour tous les budgets, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. De nombreuses langues sont d'ailleurs disponibles. Moi par exemple, mon prof, il parlait aussi thaï. Voilà. Donc 3 leçons à prix réduit vous attendent pour bien commencer l'année. Rendez-vous pour cela sur le lien en description ou sur italki.com/linguisticae1. N'oubliez pas le chiffre. Et on se revoit au JO. Salut les gars. En 1939, Benjamin Worf, à qui on doit notamment l'hypothèse Sapir-Whorf selon laquelle la langue structure la pensée et notre façon de voir le monde, est parti d'un postulat assez audacieux. Il existerait une forme de standard européen moyen, c'est-à-dire une sorte de zone géographique où toutes les langues partagent, malgré leurs différences et leurs filiations parfois éloignées, de mêmes logiques et particularités qui font que, tendanciellement, elles convergent toutes vers la même logique ou vers le même fonctionnement. Et cette zone géographique, elle a pour épicentre un territoire allant de la France du Nord à l'Allemagne du Sud. Le français et l'allemand forment alors donc le cœur de ce standard européen moyen, ce Standard Average European, pour reprendre le terme exact avec mon accent. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi une telle chose et qu'est-ce que cela implique. Lorsque la linguistique est née, et notamment la linguistique historique, le premier réflexe a été de classer les langues par filiation. On avait les langues romanes ici, les langues germaniques et slaves là-bas, et on a eu aussi l'idée de les regrouper ensemble sur un degré plus élevé de filiation jusqu'à atteindre le tronc commun le plus vieux reconstituable, comme l'indo-européen par exemple si on parle du français ou de l'allemand, du russe ou de l'hindi. Et il se trouve que fatalement, cette découverte des filiations a longtemps structuré la façon d'appréhender l'histoire des langues. On se disait assez basiquement que, comme c'est le cas pour les espèces de lézards ou de géraniums, localement une évolution pouvait spontanément apparaître, survivre, être adoptée par tous dans un périmètre donné, et à force de répéter le processus, de nouvelles langues apparaissaient par dérive génétique, en quelque sorte, et que c'était là le principal moteur d'évolution. Les fleuves, les vallées, les montagnes représentaient des obstacles, réduisaient les échanges entre les locuteurs, et à terme, de ces frontières naturelles surgissaient les frontières linguistiques. D'autres facteurs comme les migrations, la guerre ou les maladies pouvaient également faire déplacer une langue, scinder des langues, ou encore avoir raison d'elle et alors libérer un nouveau territoire pour une toute autre et une toute nouvelle venue. On envisageait même l'évolution linguistique comme quelque chose d'assez mécanique, d'uniforme au sein d'une langue. Les néogrammairiens, une école de pensée de l'université de Leipzig de la fin du 19e siècle, théorisaient même qu'un changement de son affectait toute une langue de manière simultanée, si bien qu'aucun mot ne pouvait y résister ou y faire exception. Alors ce postulat est aujourd'hui assez controversé, difficile à démontrer, mais il illustre assez bien l'esprit très darwinien de l'époque dans laquelle la linguistique historique a émergé et le poids conséquent qu'ont eu ces nouvelles approches. Puisqu'assez rapidement, on s'est quand même rendu compte qu'il existe d'autres facteurs d'évolution, comme l'influence d'une autre langue, dominante ou dominée, remplaçante ou disparue sur une région donnée. C'est ce qu'on appelle les stratum, qui est une notion apparue avec l'italien ascoli et popularisée dans les années 30. Typiquement, pour illustrer ce concept, on peut notamment expliquer une partie de l'identité du français par l'influence que le gaulois a pu avoir sur le latin en Gaule. Cette influence, certes très minime, est perceptible dans le lexique. Des mots comme ardoise, crème ou talus sont d'origine gauloise. D'autres mots comme aveugle, qui vient du latin local ap oculis, sont en réalité calqués sur le gaulois, ici ex ops. Et ça, on s'en rend compte si on compare le français à l'italien, par exemple, qui a le mot cieco, pour dire aveugle,
qui est directement hérité du latin classique caecus, lié au mot savant cécité, qu'on a réemprunté au XIIIe siècle en français. Dans le cas du français, on dit alors que le gaulois est un substrat. En revanche, un peu plus tard, lorsque les Francs apportent leur langue germanique dans la moitié nord du pays et y influencent alors le latin local, jusqu'à ce qu'ils finissent eux-mêmes par l'adopter, on parle de superstrat. Leur influence est due à leur position de force, leur influence politique et culturelle, alors qu'ils étaient pourtant minoritaires. Et c'est à ce superstrat qu'on attribue une bonne partie des raisons pour lesquelles le français et l'occitan ont divergé au Moyen-Âge, et pourquoi au final le nord et le sud de la France ne se comprenaient probablement plus à partir de l'an 1000. Et il existe finalement un dernier stratum dont on parle moins, et dont on a mesuré l'impact qu'un peu plus tard. C'est ce qu'on appelle l'adstrat. Un adstrat, c'est une langue qui influence une autre langue voisine, qui l'influence en retour parce que ces deux langues peuvent coexister et jouer des rôles différents. Cette évolution par contact linguistique doit être distinguée de l'évolution génétique. C'est ce sur quoi historiquement ont insisté plusieurs linguistes du monde slave, probablement pour l'avoir bien identifié dans leur région, comme le polonais Jan Baudouin de Courtenay, et oui je sais on ne dirait pas par son nom mais il est polonais, ou encore le russe Nikolai Troubetskoy en 1928 qui utilise la notion de Yazykovoy Soyouz, l'union des langues, et je ne sais pas du tout si je parle très bien le russe. À vous de me le dire. Pour populariser cette nouvelle notion au monde occidental, il décide de la traduire en allemand, la langue scientifique par excellence pour la linguistique historique, durant les années 30. Il crée le mot Sprachbund, un terme qu'on utilise encore aujourd'hui pour désigner une aire géographique où plusieurs langues, malgré leur filiation génétique différente, partagent, parce qu'il y a eu des phénomènes de substrat, de superstrat ou d'adstrat importants, de très nombreuses particularités linguistiques. Le premier Sprachbund identifié et étudié est celui des Balkans. Dans cette région où on trouve le grec, le roumain et l'aroumain, le bulgare et les autres langues slaves du sud, le turc, l'albanais, le romani, qui sont soit de familles différentes, soit de sous-familles différentes au sein de la même famille, avec parfois des degrés d'éloignement assez prononcés, et bien de très nombreuses particularités grammaticales sont partagées. Les cas grammaticaux, par exemple, c'est-à-dire les déclinaisons, ont convergé vers un fonctionnement commun, la conjugaison du futur se fait sur le même modèle, la disparition de l'infinitif du verbe y est presque totale, l'article, lorsqu'il existe, se passe plutôt après le nom et non avant, bref, je vais pas vous faire toute la liste, mais c'est comme si les différentes grammaires avaient, à travers le temps, adopter certaines particularités à leurs voisins. Alors toutes ne l'ont pas fait, ou pas encore, ou pas sur la totalité des choses, mais on constate bien à travers l'histoire une forme de convergence. Et encore, tout ça c'est sans parler du lexique qui est pour beaucoup de notions mis en commun. Tout ceci peut paraître étrange, mais en fait ça s'explique par l'histoire. Dans les Balkans, on a connu la domination romaine, puis grecque, puis bulgare, puis ottomane, et tout ça a contribué à diffuser les langues et leurs locuteurs au sein de ces gros ensembles politiques, et c'est sans parler du commerce, de la religion, qui ont été autant de facteurs favorisants. Alors voilà, il se trouve que, plus généralement, à l'échelle européenne, eh bien la même chose peut être constatée. Que ce soit l'Empire romain, qui a beaucoup commercé avec les Germains, ou eu recours à leurs mercenaires, que ce soit des empires comme celui de Charlemagne ou le Saint-Empire romain germanique, qui ont fait naître de grandes voies de communication entre la mer du Nord, Rome et l'Europe centrale, que ce soit l'influence très puissante de l'Église, et donc du latin sur tout le continent, ou celui du grec lorsque l'on pousse plus vers l'Est ou vers le Sud, que ce soit la colonisation germanique des territoires slaves, baltes et phéniques, ou leur conversion au catholicisme, que ce soit ensuite l'influence de l'italien durant la Renaissance, du français jusqu'au XXe siècle, et de l'anglais désormais sur tout le continent, et là je ne garde que les éléments les plus connus, identifiables, reconnaissables pour le public, eh bien on a beaucoup partagé et on a beaucoup contribué à la diffusion des différents mots et des différentes langues en Europe. Parce qu'on trouve à toute époque de l'histoire du continent des moments où les langues étaient en contact, s'influençaient mutuellement, à tour de rôle, et ce peu importe leur origine géographique ou génétique. Et de fait, avec l'Empire de Charlemagne comme épicentre, on peut faire une liste assez précise des particularités que la plupart des langues européennes partagent, les plus communes étant les plus proches de cet épicentre et les moins le plus loin de celui-ci. Et cela va évidemment du lexique, dont la base gréco-latine pour tout ce qui est scientifique, religieux ou prestigieuse est indéniable et massive, mais ça peut aussi aller à de gros pans de la grammaire. Est-ce que vous êtes prêts pour un top 10 des choses qu'on partage entre nous en Europe, mais qu'on ne partage pas du tout ailleurs? Parce que c'est maintenant. Numéro 1, on utilise des articles définis et indéfinis. Le chien, un chien. Cette particularité n'existe pas dans les langues européennes qui sont plus à la marge de l'épicentre. Si on sort même de l'Europe, on constate cette absence de démarcation stricte dans de très grosses langues comme en arabe, en japonais, en chinois, en indonésien, et en réalité la majorité des êtres humains ignorent cette distinction. Numéro 2, l'expression du temps avec une structure avec l'auxiliaire avoir et un participe passé, et l'expression du passif avec l'auxiliaire être ou assimilé et un participe passé. J'ai mangé, ça c'est moi qui ai fait l'action de manger. Il y a dans le passé, là, il n'y a pas très longtemps, là, tout à l'heure. Et je suis mangé, ça se passe maintenant, et c'est moi qui me fais bouffer par quelqu'un d'autre. J'ai mangé, je suis mangé. Eh bien, cette particularité, elle est plutôt récente, puisque le proto-indo-européen et ses langues filles, comme le grec ou le latin, avaient des constructions différentes.
Et elle serait peut-être même issue de l'influence des langues germaniques sur le latin. Numéro 3, on confond grammaticalement la notion de venir avec quelqu'un et de se servir d'un outil. Je viens avec Pierre, je le frappe avec un marteau. Eh bien, dans beaucoup de langues, ce « avec » ne serait pas le même pour ces deux notions. Par exemple, en japonais, le premier serait « to » et le second serait « de ». C'est ce qu'on appelle la différence entre l'instrumental et le commutatif. Numéro 4, l'ordre des mots sujet, verbe, objet. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais en réalité, cet ordre n'est pas du tout le plus courant dans le monde, puisque l'ordre le plus courant dans le monde, je le rappelle, c'est sujet, objet, verbe, l'action à la fin. Pierre, la pomme, mange. Numéro 5, on ne distingue pas le nous inclusif du nous exclusif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, chez nous, nous signifie aussi bien toi et moi que ça signifie lui et moi. Nous y allons, c'est toi et moi qui y allons, ou toi tu restes sur le carreau et moi en fait j'y vais avec d'autres gens et pas avec toi. En fait, ce nous il veut dire les deux. Et là encore, dans de nombreuses langues, eh bien, pour éviter ce quiproquo social assez dérangeant, eh bien, il existe deux nous différents pour pas confondre. Numéro 6, on utilise beaucoup de voyelles en Europe, je vous jure. Entre 13 et 16 voyelles pour le français, un nombre qui va de 10 à 13 en anglais selon votre façon de compter, votre région, parfois plus. On en a jusqu'à 14 en russe, jusqu'à 17 en allemand, et aucune langue en Europe tourne à moins de 5 voyelles. La plupart en ont même presque au moins 10. Alors que de par le monde, si on regarde, on trouve des inventaires de voyelles beaucoup plus réduits. On n'en a que 6 en mandarin standard ou en indonésien standard, on n'en a que 5 en japonais, on n'en a que 3 en arabe standard. Et pour cela, les langues européennes peuvent être très difficiles à parler ou à comprendre en dehors de notre continent. Numéro 7, si on met le basque de côté, parce que cette langue est une horreur, eh bien, toutes les langues du continent, sans exception, suivent une logique dit nominatif-accusatif. En gros, nous avons un sujet qui fait une action, et cette action est subie par le complément qu'on appelle l'objet. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'alignement syntaxique. Alors c'est super compliqué à expliquer, je vous jure, il faut au moins un master en linguistique générale là pour comprendre toutes ces subtilités, etc. Donc je vais pas m'étendre, mais il y a plein d'autres façons de faire, comme en indonésien, en chinois ou en japonais. Numéro 8, on adore les suffixes pour tout ce qui est de la dérivation, tout ce qui est la conjugaison, le marquage grammatical de manière générale. On met presque toujours nos informations de dérivation après le radical. La construction des adverbes, la construction d'adjectifs, la conjugaison, tout ça, ça va après le radical. Et bien dans certaines langues, vous serez pas surpris d'apprendre qu'on préfère tout mettre devant. Et même parfois, comme en indonésien, au milieu. Numéro 9, on ne distingue jamais la possession inaliénable de la possession aliénable. C'est-à-dire en gros qu'on ne distingue pas un truc que l'on a mais qu'on pourrait aussi bien ne pas avoir, comme un livre ou une voiture, d'un truc que l'on a forcément et qui ne pourrait que très difficilement appartenir à quelqu'un d'autre. Genre mon bras, mes yeux, mon nom, mes sœurs, tout ça c'est de l'inaliénable, a priori. Et près d'une langue sur 5 dans le monde distingue ces deux types de possession. Numéro 10, on y est enfin, l'inversion sujet-verbe pour faire des questions à laquelle on répond par oui ou par non. Manges-tu, viendras-tu, est-il venu, oui, non, etc. Eh bien en fait, tout ça, ces inversions, ce fonctionnement d'inversion pour les questions, c'est très marginal. Je ne vous fais pas toute la liste, hein, il y a des points très détaillés et assez difficiles à vulgariser. Mais on peut lister au minimum une quarantaine de particularistes grammaticaux partagés par les langues européennes, là où en dehors, ce sont des choses plutôt marginales ou en tout cas pas aussi uniformément partagées ou distribuées. Et le fait que le français soit en quelque sorte dans l'œil de ce cyclone nous rend particulièrement aveugles de la diversité linguistique au-delà de notre continent. Pas mal, non? C'est français. Il nous est alors difficile de voir ou même d'imaginer en quoi la diversité linguistique témoigne de façon parfois très différente d'envisager la réalité, une situation ou une action. Parce que les langues étrangères que l'on apprend sont pour la plupart elles-mêmes très proches de nous, situées dans le périmètre de ce standard européen moyen. Et on ne se rend absolument pas compte de la difficulté que ça pose aux locuteurs ayant pour langue maternelle des idiomes issus d'Afrique ou d'Asie notamment, d'apprendre une langue comme la nôtre. Alors il existe d'autres gros Sprachbund dans le monde. On trouve par exemple les langues dites sino-xéniques, qui, bien qu'elles ne partagent pas les mêmes familles de langues, ont longtemps utilisé le même système d'écriture, celui du chinois, et dans cette aire géographique, le lexique de celui-ci a eu une influence énorme. C'est par exemple 35 à 60% du lexique japonais qui provient du chinois. Et évidemment, certaines particularités morphologiques des langues sino-xéniques, notamment sur la façon de prononcer ou de construire des mots, est directement liée à cet héritage. On trouve aussi le Sprachbund du sous-continent indien, où le sanskrit a eu le même rôle que le latin en Europe. Les langues indo-européennes et dravidiennes, bien que de familles très différentes, y partagent de très nombreuses particularités grammaticales et phonologiques. Tout ceci ne démontre finalement qu'un seul et même principe. Moins on a de contacts et plus on diverge, et ça c'est toute l'idée derrière l'évolution génétique des langues, et plus on a de contacts, plus on converge. Et ça, c'est toute l'idée derrière la notion de stratum et de Sprachbund. Et sur ce, je vous souhaite
une bonne soirée, une bonne vie et tout, tutti quanti finalement.